J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien installé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo de partenariats refusés, parce qu'il se trouve que ce sont des vidéos que vous aimez bien et que moi, j'aime beaucoup faire aussi. Le principe, c'est de faire une petite plongée dans mes mails et d'identifier les partenariats que je n'ai pas acceptés. Ça peut nous permettre d'identifier tout un tas de petits enjeux, de petites choses à spécifier. En général, vous savez, on adore les digressions par ici. Ça nous permet d'avoir ce dialogue, vous et moi, de moi, quelle est ma ligne de conduite, ma ligne directrice, un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu, moi, mes réflexions, comment je fais pour choisir mes partenariats. Mais ça peut vous permettre aussi de vous poser la question, qu'est-ce que moi, si j'avais été à sa place, si j'avais reçu ce mail-là, qu'est-ce que je me serais posé comme question? Est-ce que j'y serais allée ou pas? Allez, trêve de bavardage, je me lance dans mes mails et cette fois-ci, je vais essayer de remonter un petit peu en arrière parce que les 2 dernières fois, je prenais les mails les plus récents. Mais là, je vais essayer de faire de grands mouvements de bras, comme ça, histoire d'aller piocher un peu plus loin. Mais avant de faire mes grands gestes avec mes bras, je voulais quand même vous parler de celui-là. Donc je vais pas vous citer la marque, parce que la pauvre, c'est encore dans mes mails à traiter, je leur ai pas encore répondu. Mais bon, je sais d'ores et déjà que je vais refuser, mais je voulais vous en parler parce que je trouve le mail vraiment drôle. C'est une marque qui fait des pastilles pour la gorge, et alors je n'ai pas regardé la composition, je ne pourrais même pas, pourrais même pas vous dire si ça m'aurait convenu de manière plus poussée. J'ai d'autres raisons plus évidentes qui font que je vais refuser, mais c'est très très drôle. Enfin, je trouve la façon d'amener le truc et d'avoir conçu un petit peu la campagne autour de ces pastilles pour la gorge vraiment très drôle. Ce qu'ils proposent, c'est de m'envoyer 2 boîtes de pastilles pour la gorge et en même temps de m'offrir un pass pour passer 2 jours dans un festival de musique les 1er et 2 juin. Donc je sais d'ores et déjà que je serai pas disponible début juin, donc pour cette seule et même raison, je ne vais pas y aller. Mais en gros, le truc, c'est que je puisse chanter comme une folle pendant 2 jours pendant le festival pour pouvoir mesurer un petit peu l'effet des pastilles pour la gorge. Enfin, est-ce que c'est pas du génie? Est-ce que c'est pas du génie, franchement? Et donc, en plus de ça, il parlait de m'offrir un petit kit de festival, donc avec un appareil photo jetable. Ça, je vous avoue que je ne comprends pas trop la mode avec ces appareils photo jetables. Ça fait plusieurs fois que, déjà, on les voit, ça revient un petit peu dans le paysage, et ça va faire aussi plusieurs fois que des agences ou des marques me proposent dans un portage de m'envoyer un appareil photo jetable. Je vous avoue que je ne saisis pas trop le truc. Alors, bon, moi quand j'étais petite, j'avais ça quand je partais en voyage scolaire, après on faisait éditer la pellicule, etc. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très nostalgique, donc je mesure la nostalgie que ça renvoie, mais ça reste quand même un objet, à moins qu'on ait évolué sur le sujet, mais c'est un objet, quand vous avez terminé la pellicule, ensuite il faut le jeter. Enfin, je veux dire, c'est un truc complètement de l'ère où le tout jetable était normal et ordinaire, et j'ai l'impression qu'on revient là-dessus. Donc à moins, encore une fois, que la technologie est avancée et qu'aujourd'hui les appareils photo jetables ne soient plus jetables parce qu'on peut remettre une pellicule dedans. Donc un appareil photo jetable, une banane, ça on le sait tous, la banane c'est l'attirail du festivalier, les 2 boîtes pour les pastilles pour la gorge, et un petit sac de Sissi la paillette avec tout un tas de paillettes pour mettre pendant le festival. C'est du génie, vraiment, je trouve que cette campagne est du génie. Encore une fois, je me suis pas renseignée sur la marque qu'il y avait derrière. Si ça se trouve, en termes de compo, ça ne m'aurait pas du tout convenu. Mais je voulais quand même commencer par ça, parce que c'est du génie. Bon, alors là, je peux vous dire que j'ai fait un bond dans le temps, je suis revenue à il y a 1 an en arrière. Et c'est un mail qui concernait la marque c'est une marque capillaire, la marque Davines. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, le coiffeur de ma maman ne jure que par ça, et donc du coup, elle a elle-même acheté toute la panoplie. Et donc, qu'est-ce qu'il me disait? Donc voilà, il m'explique que c'est une marque italienne de produits éthiques et durables, cosmétiques spécialisés dans les soins capillaires, et ils organisaient un déjeuner pour présenter leur projet d'agriculture biologique régénératrice. Donc vous voyez déjà les mots avec lesquels ils se présentent. Alors est-ce que c'est eux directement? Non, c'est une agence qui fait l'intermédiaire. Donc voilà les mots que l'agence utilise pour présenter la marque: produits éthiques et durables. Bon, en plus, il me semble qu'il y a quand même une législation qui concerne le mot durable. Je ne crois pas qu'on ait le droit de présenter un produit
avec ce mot-là, en tout cas dans des campagnes marketing, dans des campagnes de publicité, parce que c'est un mot qui est complètement galvaudé, je pense qu'on en conviendra, durable, ça veut tout et rien dire. Mais j'insiste quand même là-dessus, sur les mots qui sont utilisés pour s'adresser à l'influenceur, à la créatrice de contenu. C'est hyper important parce que les créateurs et les créatrices de contenu, ce sont des gens tout à fait normaux, qui n'ont pas forcément comme ligne directrice, comme moi, voilà, c'est ma raison d'être en fait sur les réseaux sociaux, sur internet, ils n'ont pas forcément la ligne directrice d'avoir de l'exigence dans la sélection de leurs partenariats, enfin, chacun évidemment a sa jauge d'exigence, chacun, enfin je pense. Enfin, remarque, non, il y a peut-être des gens qui sont uniquement drivés par l'argent, je ne sais pas, mais je pense en tout cas que la majorité des humains sur la planète ont leurs exigences, leur cahier des charges, leur éthique, mais ils n'ont pas forcément toutes les connaissances pour mesurer entre un discours et un autre lequel est vrai, lequel est faux. Et je pense que dans justement le greenwashing, ou quand on voit des influenceurs et qu'on dit ah là là il est en train de présenter cette marque-là, alors que clairement il est en train de répéter un discours qui est complètement greenwashing, il n'est pas tout seul en faute. Il y a évidemment la marque qui a sorti le produit, qui est complètement greenwashé, mais aussi, probablement, la personne qui a contacté cet influenceur aussi, et qui a utilisé certains mots pour lui présenter un produit ou un concept. J'avais fait un réel là-dessus, mais je pense vraiment que chacun a son rôle à jouer, et que dans le greenwashing, chacun est concerné. Bien sûr, l'influenceur, selon moi, a une responsabilité, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que ces vidéos sont intéressantes, c'est parce que ça met vraiment sur la table comment est-ce que une créatrice de contenu, moi en l'occurrence, mais je veux dire c'est un concept qui pourrait être repris par tout le monde, choisit d'accepter ou non un partenariat. Quelle est sa ligne directrice? Quelles sont les questions qu'il se pose? Qu'est-ce qui est important pour lui? Ça remet un petit peu l'accent sur la responsabilité du choix de l'influenceur, parce que dans le mot influenceur, il y a quand même influence, et autant essayer d'avoir une influence positive, donc autant essayer de mettre en avant des produits, des démarches, des choses qui vont dans le bon sens et qui essayent peut-être d'améliorer les choses ou le monde actuel. Et comme on appellerait les marques aujourd'hui à un devoir de vigilance, donc à maîtriser l'entièreté de leur chaîne de production, et surtout de les rendre transparentes, d'expliquer pourquoi ils ont choisi tel ou tel fournisseur plutôt qu'un autre, je me demande s'il faudrait pas aussi un petit peu de transparence, parce qu'il y a énormément d'enjeux en fait. C'est pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui n'aiment pas entendre ça, parce que on est, nous, tout seuls derrière notre caméra, et on est juste des humains tout petits, tout nuls, comme tous les autres. C'est pour ça que c'est difficile d'accepter ce fardeau de la responsabilité, parce que c'est vrai, on a nos failles, nos contradictions, on se trompe, on dit des bêtises, évidemment, puisque on est normaux et aussi bêtes que les autres. Mais quand on voit tout l'impact qu'un humain tout bête peut avoir sur des millions d'individus parfois, on peut pas en fait désolidariser ça de sa responsabilité, je crois. Même s'il y a évidemment aussi une responsabilité de la personne qui va consommer le contenu. Pourquoi est-ce qu'elle choisit de suivre les conseils de cette personne-là plutôt que d'une autre? Évidemment, tout le monde a un petit peu son rôle à jouer, vous me direz. Mais bref, quand je vous ai dit qu'on aimait les digressions par ici, voilà, c'était vous êtes servi. Je reviens sur Davines. Je crois me rappeler que je leur avais fait un petit message assaisonné, justement parce que voilà, là ils donnaient un petit peu le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des adjectifs qui décrivaient des produits éthiques et durables, et qu'en plus de ça c'était pour assister à un déjeuner sur leur projet d'agriculture biologique régénératrice. Or, comme ma maman utilise ces produits-là, moi je suis déjà allée regarder les compositions. On va y aller d'ailleurs ensemble, ne nous refusons pas ce plaisir. D'ailleurs je vois que dans Google il y a marqué beauté durable pour les cheveux. Ça franchement je ne suis même pas sûre que légalement ils aient le droit d'écrire ça. Autant évidemment la personne de l'agence elle a le droit de me l'écrire dans un mail, mais que ce soit la marque elle-même qui utilise ce mot durable dans Google, vous savez au moment où je clique sur le lien, c'est dans le texte que je peux lire,
Ça, je suis même pas sûre. Quand vous voulez vous faire un avis sur une marque capillaire, c'est très simple. Vous allez d'abord regarder les après-shampoings, ou les masques, ou peu importe. Voilà, donc là, masque cheveux, par exemple. Le premier, qui est le best-seller, le OE Hair Butter. Pourquoi est-ce que je vous conseille d'aller voir en premier les après-shampoings ? C'est parce qu'ils nécessitent bien souvent des ingrédients qui peuvent très vite tomber dans le côté toxique. Et notamment, la première chose qu'il faut chercher, c'est les silicones. Et où sont les ingrédients ? Il n'y a pas les ingrédients. C'est une blague ? Ah si, c'est plus tard, ok. Donc ça, c'est la liste de ce fameux masque. Moi, déjà, je vois tout un tas de trucs qui me plaisent pas, parce que j'ai l'habitude. Mais si vous voulez, on peut aller copier la liste dans l'appli Inky Beauty. On est sur un... Franchement, il faudrait que je l'envoie à ma mère, cette capture d'écran là. On est sur une note de 4,9 sur 20. Ça fait flipper. Ça fait flipper, clairement. Donc on retrouve des ammoniums quaternaires, très vite, quasiment tout de suite dans la compo, après l'eau, en gros, et l'alcool. Le fameux silicone, le diméthicone, d'autres ammonium quaternaire, patati patata, ammonium quaternaire, blablabla. De nouveaux silicones avec le diméthiconol, silicone quaternaire, et ça continue comme ça. Donc moi, si vous voulez, quand on me parle d'un produit éthique et durable, qu'on me parle d'un projet sur l'agriculture régénératrice et qu'en parallèle, on vend des produits complètement nocifs pour la santé et l'environnement, j'envoie évidemment un mail de refus. Ça me fait penser d'ailleurs à un mail que j'ai reçu il y a quelques mois. Attendez, je vais le retrouver, c'était un petit peu le même cas de figure. C'était bio quelque chose. Ah, mais comment ça s'appelait, putain, ça va... En fait, la vidéo va durer 1000 ans parce que, et je me demande si je l'ai pas noté, non, j'avais pas noté comme ça... non, et dans mes notes... Bio, on va trouver. C'était quoi ? Bio Oil, je comprends pas. Ah, ça s'appelle Bee Oil maintenant, d'accord, ils ont changé. À moins que c'était elle qui se trompait. Ouais, ça s'appelle Bee Oil. Ok. Ça, c'était début avril. J'ai reçu un mail, pareil, c'était une agence, pour représenter la marque Bee Oil. Alors Bee Oil, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais regardez ça, ça peut vous dire peut-être quelque chose. Moi, en tout cas... Ce produit, c'est un produit que je voyais quand il y avait l'effervescence Primark. Là, on parle des tout débuts Primark. On était à Londres, donc il y a 12 ans, quand on habitait à Londres. C'était les produits qu'on retrouvait à côté des caisses dans les Primark. Et je crois que c'est les seuls endroits où j'ai jamais vu ces produits-là. Mais à l'époque, ça s'appelait Bio Oil. Donc, j'avais regardé vite fait quand même la compo à l'époque. Et ça n'allait pas du tout, ça ne correspondait pas du tout à du bio. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça, j'avais pas entendu parler de l'histoire, mais à mon avis c'est pour ça que ça s'appelle Bee Oil aujourd'hui, c'est parce que ils ont dû se faire taper sur les doigts, clairement c'est pas du tout normal qu'un produit aussi dégueu puisse s'appeler bio. Et donc ils voulaient organiser un tournage où j'aurais été dans une sorte de table ronde avec... il me semble, quelques utilisatrices de la marque et qu'on discute un petit peu d'à quel point le produit avait contribué, alors je sais plus pourquoi c'était, faire disparaître une cicatrice ou pour les vergetures, ou enfin voilà, à quel point il avait pu nous aider dans notre vie. Et alors si je me rappelle bien, en plus le délai était super serré, genre j'ai reçu le mail le 10 avril et le tournage était pour le 22 avril, donc voilà, j'avais 12 jours en gros pour essayer le produit, voir un miracle apparemment sur ma peau, parce que je suppose que c'est ça qu'on aurait attendu de moi le jour de ce tournage, c'est-à-dire que j'explique à quel point ce produit m'avait aidé. Et puis c'est surtout que, à nouveau, on va aller regarder la compo, mais je peux vous assurer qu'on n'est pas du tout sur un produit qui peut s'inscrire dans ma ligne éditoriale super engagée. Parfois je me demande mais comment ça se fait en fait que je reçoive certains mails, parfois ça paraît complètement autant vous voyez les Shein, les AliExpress, les Temu, je suppose qu'ils envoient ça tellement à tour de bras que ils prennent pas la peine de sélectionner les créateurs de contenu à qui ils écrivent. Mais là, bon, je suppose que ça fonctionne pas comme ça, surtout qu'il passe par une agence, donc il est censé y avoir un minimum de sélection. Là, clairement, non, ça ne fonctionnait pas, quoi. Pas ça sur Is No Good. Donc voilà, Bee Oil. Alors attends. Huile de soin, Bee Oil. Pour les vergetures, les cicatrices, la peau sèche, c'est parfait. Je pense que c'est sur cette huile-là qu'aurait été le tournage.
Donc on va aller regarder ça. À nouveau sur ce genre de site, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se battre pour trouver la liste des ingrédients. Genre, ils ont vraiment pas envie qu'on la trouve. Oh, c'est pas possible, sérieux là? C'est fou ça, y a pas. Je suis allée chercher la listing key sur un autre site qui vend le produit parce que je ne trouve pas la liste sur leur site à eux. Donc bon, super pour la transparence. Et en plus, cette listing key, elle est fausse. Ça, vous voyez, je pense pas que ce soit légal non plus de fournir une listing key avec des mots, enfin ouais, des ingrédients qui ne sont pas sous leur nom INKEY. Par exemple, imaginez, le premier ingrédient, c'est extrait de plante. Ça, ce n'est pas une formulation de listing key. Donc on ne sait pas ce que c'est. J'ai vu aussi qu'il y avait base huileuse. Base huileuse, ce n'est pas non plus une indication de listing key. Donc voilà, Inky est d'accord avec moi. Extrait de plante, il ne sait pas ce que c'est. Vitamine, base huileuse, on va faire avec ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver de l'huile de paraffine, qui est fabriquée à partir d'hydrocarbures. Super. Ah, très bien. Du BHT, perturbateur endocrinien suspecté. Là, on est sur une pénalité forte, c'est-à-dire que je vous déconseillerais absolument d'utiliser des produits qui contiennent des actifs réglementés qui posent autant d'interrogations. Alors là, je me pose des questions. Un nouvel actif pénalité forte qui est réglementé aussi comme un allergène, il est censé être interdit en Europe depuis le 23 août 2021. Donc bon. Et les deux colorants rouges, parce que vous savez, l'huile a une légère teinte. Donc voilà, c'est même pas une teinte qui est donnée naturellement par des huiles végétales qu'ils auraient pu mettre dedans. Non, il y a vraiment des colorants qui ont été rajoutés à l'huile. Donc c'est pour vous dire le niveau de qualité du produit. Et en plus de ça, les colorants qui ont été rajoutés peuvent libérer des cancérogènes. Donc vraiment, on est au top du top. Donc j'ai répondu, j'ai dit que c'était pas possible, et l'agence a insisté en expliquant que justement, la marque souhaite une prise de parole sur les produits naturels de leur gamme, avec une vision d'un talent comme toi qui a des convictions et des habitudes naturelles. C'est aussi peut-être un warning à mes collègues du green, mais bon, qui font déjà très bien leur travail, c'est que bien souvent, il y a des marques qui essayent d'utiliser notre image pour faire tamponner un petit peu le côté green. Et là, vous imaginez si moi ou n'importe quelle autre influenceuse créatrice de contenu engagée avait prêté son image pour une marque dont les compos sont aussi dégueux, ça aurait validé quelque chose. Voyez aussi cette notion de responsabilité, vraiment il faut faire gaffe. Allez, j'active la roulette. Et finalement, vous voyez, ce que je me dis, c'est que c'est intéressant ce genre de vidéo, encore une fois, parce que ça me permet aussi de vous montrer qu'il existe sur le marché conventionnel tout un tas de produits qui sont vraiment alarmants. Ça fait vraiment flipper en fait de jeter un œil sur les compos. Et c'est vrai qu'en fait, moi depuis que je suis là, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je ne vous parle que de produits, de marques qui font les choses bien, par exemple pour la cosmétique, qui utilisent des compos, mais même plus loin que ça, des ingrédients qu'on va retrouver en France, des formulations qui sont hyper bien pensées, mais en même temps 100% naturelles. Enfin, vous voyez des marques qui poussent vraiment les choses loin. C'est tout le temps ce même son de cloche, finalement, que vous entendez chez moi. Et je trouve que ça fait du bien, en fait, de se remettre les idées en place, de savoir pourquoi on fait les choses. C'est parce que, à côté, il se passe vraiment des trucs pas cool, quoi. Ça, c'est encore pour une marque de beauté. C'est drôle comme les vidéos partenariats refusés, elles n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Ça dépend vraiment, en fait, des mails que je trouve. Et celui-ci, c'est pour la marque Audace, qui est une marque de vernis à ongles. Donc moi, immédiatement, vernis à ongles, c'est niet, parce que je n'en porte plus. Depuis, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais en fait, pas tant, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans qu'il n'y a vraiment plus rien sur mes ongles, pour plein de raisons. La première, c'est que il n'existe pas de vernis qui soit non toxique. Il y a toujours ce risque, en fait, que l'on prend, cette balance bénéfice-risque qu'on est tous en tant qu'individus libres d'équilibrer pour soi-même. Donc moi, ça m'a toujours ennuyée, cette histoire de toxicité des vernis à ongles, même pour les marques qui se revendiquent plus naturelles, parce qu'il y a effectivement des vernis qui sont plus naturels que d'autres, mais sans jamais l'être vraiment. Mais bon, j'avais ce truc de mon éducation, de la société dans laquelle j'évolue, qui veut que
Quand on est une femme, c'est mieux d'avoir du vernis sur les mains pour paraître, je sais pas, plus élégante, bien apprêtée, quelqu'un qui prend soin d'elle, et puis c'est une qualité que la société aime bien prêter aux femmes, et puis en été, impossible de sortir ses pieds dans les sandales sans vernis. Enfin, pour moi, c'était ça en fait. Ma balance bénéfice-risque, elle était pas tellement, j'avais pas tellement la liberté de l'équilibrer comme je voulais. C'était juste que, tant pis pour moi, il fallait quand même que je mette du vernis comme tout le monde en fait. Et en plus de ça, ça m'a toujours gonflé. Franchement, le fait de prendre le temps de mettre ces 2 couches de vernis, d'attendre que ça sèche. Une fois sur 3, j'avais évidemment un ongle qui avait raté parce que j'avais touché, j'avais pas pu attendre, parce que ci, parce que ça. Vraiment, c'était vraiment une corvée pour moi. Et ce qui m'a aidée, ça a été de partir pour notre tour du monde sans avion. Et en fait, ça fait pas 4 ans, ça fait 5 ans. C'était en 2019. On est partis. Évidemment, j'avais pas pris de vernis avec moi, puisqu'on portait tout dans notre sac à dos. Donc j'allais pas partir avec du vernis et du dissolvant, en plus de ça. Et ça m'a complètement vaccinée. Ce voyage, vraiment, m'a fait totalement partir cette espèce de poids que j'avais jusqu'alors il faut mettre du vernis pour être socialement accepté. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'avais nécessairement conscientisé avant, je l'ai conscientisé pendant ce voyage-là. Le fait que, non, en fait, raf, moi le vernis, c'est pas pour moi. Donc voilà, rien que pour ça, je reçois ce mail, la réponse est automatique, c'est niet, je ne porte pas de vernis. Là, c'est une marque qui dit développer et fabriquer ses produits en France, utiliser des ingrédients d'origine naturelle et biosourcée. Mais bon, quand on va voir les ingrédients, on retrouve des copolymères, le fameux BHT qu'on a retrouvé tout à l'heure. Enfin voilà, c'est pas top du tout. Je vais aller voir d'ailleurs à quoi ressemblent les compositions des vernis manucuristes, parce qu'ils se positionnent un petit peu sur le même truc, parce que là, Audace, c'était pour le semi-permanent qui m'écrivait. Et les chefs, j'ai l'impression, un peu dans le domaine, c'est manucuristes. Donc à quoi ressemble leur compo? Est-ce que ça ressemble grosso modo à la même chose ou pas? Ouais, on retrouve aussi les copolymères, le BHT, d'ailleurs les compositions sont vraiment équivalentes. Là je comparais avec une base pour pas faire rentrer les couleurs là-dedans. Mais ouais, c'est sensiblement la même chose. Allez, je vais en choisir un petit dernier, parce que j'ai fait pas mal de digressions, donc j'ai peur que cette vidéo soit très longue à nouveau. Allez, je vais choisir celui-là. C'est la marque Yoga Searcher, qui est une marque de vêtements de yoga avant tout, mais qui organise aussi, ils ont une activité un petit peu en parallèle, des retraites de yoga dans les Landes. Or, moi, vous le savez, je suis landaise, donc forcément, il y a un petit côté chauvin qui vient m'attraper. Et je pratique le yoga depuis, je sais pas, mais plus de 10 ans, je pense. Pas loin, vers là. Et je pense que le cheminement pour arriver à partenariat refusé de celui-ci peut être intéressant. Donc elle m'avait écrit au départ pour simplement me proposer de participer à une retraite de yoga qu'ils organisaient donc dans les Landes. Donc je pouvais choisir la retraite à laquelle j'avais envie de participer. En échange de cette participation à la retraite de yoga, il fallait que je réalise un réel sur Instagram, peut-être qu'il y avait quelques stories aussi, et il fallait que dans le réel et dans les stories, on puisse voir ma tenue de yoga. Donc voilà, c'était un peu un partenariat 2 en 1 sur cette activité d'organisation de retraite qu'ils avaient, mais aussi sur leur activité principale qui est de fabriquer des vêtements de yoga. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais leurs vêtements sont conçus au Portugal et ils ont premièrement, dans leur volonté, donc au fond de leur tête, au fond de leur démarche, une volonté d'avoir un impact limité sur l'environnement. Et donc c'est aussi ce qui se retranscrit dans leur discours. Pour moi, participer à une retraite de yoga, c'est vraiment un truc que je me souhaite de faire depuis des années. Vraiment, ça fait des années que je rêve de participer à une retraite de yoga, mais ça se fait pas parce que, pour tout un tas de raisons, parce que bien souvent il faut planifier à l'avance, et nous, comme on a une vie un petit peu de nomade, un petit peu à partir à droite à gauche, bien souvent j'arrive pas à harmoniser mon agenda, aussi parce que
ça coûte souvent un petit paquet d'argent quand même hein, de participer à une retraite de yoga, et puis aussi parce que il faut trouver la professeure avec qui on a envie de partir, avec qui va mériter finalement tout cet investissement financier et de temps qu'on va faire pour elle. Donc les étoiles ne se sont jamais alignées. J'ai eu plein de fois envie, parce que avec des profs que j'adore, mais voilà, ça s'alignait pas forcément avec mon agenda, etc. Bref, ça ne s'est jamais fait. Et donc quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit voilà, c'est l'occasion, surtout qu'il m'avait écrit vraiment très très longtemps à l'avance. Donc je m'étais dit Ok, avec grand plaisir, je vais participer à ma toute première retraite de yoga. En plus, c'est dans les Landes. Je savais qu'il faudrait faire un mini focus sur la tenue que je porterai pendant cette retraite-là, mais j'avais regardé rapidement ceux qui proposaient et j'avais trouvé des alternatives qui me convenaient. Cela dit, je n'avais pas pu m'empêcher de leur signaler que j'avais effectivement trouvé une tenue qui me convenait. Si je me rappelle bien, je crois qu'elle était en polyamide recyclé intégralement, ou peut-être que juste le legging et puis il y avait le t-shirt en coton bio. Enfin voilà, il y avait une alternative je sais qu'il y avait du coton bio et du polyamide recyclé, donc je me disais que très bien, j'allais m'en sortir comme ça, mais j'avais pas pu m'empêcher quand même de signaler que mon choix allait être réduit sur le site, parce que la très très grande majorité de leur offre, c'est de la viscose de bambou. Et je leur avais précisé que pour moi, ce n'était pas une matière écologique et que j'étais même plutôt en désaccord finalement avec l'utilisation de cette matière-là. Donc, vous l'aurez compris, au tout début, dans nos échanges, c'était plutôt vers un oui, vers une acceptation du partenariat, parce que j'étais vraiment tellement enthousiaste à l'idée de partir pour cette retraite, qu'en plus j'avais trouvé dans leur offre des vêtements qui me convenaient, et que ça s'est acheminé vers un oui, mais vous voyez, il y avait quand même la petite personne responsable là sur mon épaule qui n'a pas pu s'empêcher de tempérer en disant il y a quand même un désaccord, une contradiction avec qui tu es, avec ce que tu défends, avec cette immense majorité de l'offre qui reste de la viscose de bambou, et tu sais avec tes connaissances que c'est pas vers là qu'il faudrait aller. Donc justement, c'est grâce à cette petite personne-là sur mon épaule que j'ai expliqué tout ça, et que du coup on a convenu d'un call pour discuter de tout ça, pour discuter du fait que en fait j'étais pas à 100% alignée, qu'il il manquait quand même. Et que donc, et de leur côté et du mien, on avait besoin d'en discuter de manière plus approfondie pour savoir si on allait réussir à trouver un terrain d'entente. Et c'est là, pendant ce call, que j'ai vraiment compris que la viscose de bambou, c'était quelque chose qu'elles défendaient vraiment très fort, parce que c'était une matière qu'elles aimaient beaucoup pour pratiquer le yoga, parce que c'est une matière qui est très douce, c'est une matière qui est très fluide et qui finalement rend leur pratique agréable, qu'elles trouvaient ça quelque part peut-être même plus vertueux que du polyamide recyclé. Et en ce sens, je suis pas certaine qu'il existe des tableaux chiffrés des impacts des deux matières, mais c'est possible que, en fonction de ce qu'on a envie de regarder, c'est possible effectivement, d'un point de vue purement environnemental, que la viscose de bambou, sur certains aspects, soit plus propre que du polyamide recyclé. Si on regarde par exemple au niveau de la pollution de l'eau, donc des océans, parce que vous savez que le polyamide recyclé, ça reste une fibre synthétique malgré tout, même si elle est recyclée. Donc à chaque fois que vous allez la laver, elle va libérer des microparticules de plastique dans votre machine, puis qui vont terminer dans les océans. C'est des choses qui ont été démontrées de nombreuses fois. Donc voilà, si on regarde par exemple ce côté-là, je comprends parfaitement. Si on regarde aussi le contact d'avoir une matière synthétique contre sa peau, c'est vrai que c'est bien moins agréable, et ne serait-ce que dans l'idée même que de porter une fibre qui va être artificielle, donc fabriquée à partir de cellulose de bois. En fait, sur certains aspects, je trouve que ça s'explique, et à nouveau, on est tous des individus différents, donc c'est normal qu'on n'ait pas des choix qui soient tous similaires. C'est juste que pour moi, la viscose de bambou, et si vous voulez, j'en parlais de manière plus approfondie dans mon décryptage sur les lunes, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller creuser un petit peu, mais le procédé de fabrication est vraiment un procédé qui va avoir de gros impacts environnementaux. C'est aussi une matière qui vient un petit peu me titiller, parce qu'elle est souvent présentée comme écologique et naturelle, comme tout type de viscose finalement. On parle d'ailleurs d'elle souvent comme de bambou
on oublie la viscose de bambou. Voilà, quand vous voyez bambou, c'est de la viscose de bambou hein, dont il s'agit. Donc il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de discours qui sont faux autour de cette matière. Moi, c'est quelque chose, ça fait partie de mes principaux combats, le greenwashing, le fait qu'on se moque de nous éperdument. Et donc, il y avait vraiment ce côté absolument non aligné, finalement, d'accepter un partenariat où, finalement, la grande majorité de l'offre n'allait pas dans mon sens. Même si je sentais qu'en face de moi, j'avais des gens qui étaient convaincus de ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qui avaient envie de faire des efforts d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental. D'ailleurs, elles m'ont dit qu'elles étaient en train de travailler sur de futures matières, potentiellement, pour voilà, garder ce côté doux, ce côté fluide, ce côté vraiment agréable pour la pratique, mais qui potentiellement serait moins impactant que de la viscose de bambou. Donc voilà, elles sont dans cette recherche-là, mais elles étaient aussi complètement de bonne foi dans leur démarche, dans leur engagement. C'est juste que on n'est pas tout à fait d'accord. Donc c'est le cœur lourd que, après quelques jours de réflexion, j'ai envoyé un mail, donc après notre call où on a bien tout posé, voilà, où je me suis excusée et je leur ai expliqué que j'allais refuser ce partenariat parce que c'était pas 100% aligné. Il y avait quelque chose, en fait, de toute façon, depuis le début, hein, vous voyez cette petite personne dont je vous parle là, la petite personne responsable qui est là sur cette épaule, elle le savait depuis le début, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On le dit souvent qu'il faut écouter cette petite voix, qu'en fait, quand vraiment tout glisse, on le sent que tout va bien, et que quand il y a un petit grain de sable dans la machine, on le sent aussi, on le sait en fait au fond de soi. Sauf que il m'a fallu cette rencontre, cette discussion entre nous, pour me faire réaliser qu'en fait, non, c'était pas à la hauteur finalement de la confiance que vous me portez, et que finalement des retraites de yoga, j'aurai l'occasion d'en faire d'autres, et avec des profs que j'aurai moi-même choisis, etc. Voilà, ça va faire des années que je me dis, cette année, je participe à une retraite de yoga, et que ça ne se passe pas, mais voilà, ça va se passer, et bientôt, j'en suis sûre. Voilà, c'est typiquement le genre d'histoire que j'ai envie d'aborder ici, dans ce genre de vidéo, partenariat refusé, parce que comme ça, vous voyez vraiment bien toutes les petites batailles qui se jouent dans la tête des créateurs de contenu. Parce que, voilà, entre les rémunérations, entre voilà, moi je rêve de faire une retraite de yoga, donc quelque part j'avais envie d'y aller, je trouvais des raisons pour y aller, des excuses pour y aller, mais en même temps voilà, le rétro-pédalage et les questionnements, les interrogations, est-ce que c'est parfaitement aligné avec qui je suis? Et là vous voyez dans cet exemple, la rémunération c'était du coup le rêve de participer à une retraite de yoga, mais parfois c'est aussi un gros montant. Et je crois que l'éthique dans le travail, ça commence par ça commence par se connaître ses limites, connaître sa ligne directrice et refuser, et même quand c'est un gros chèque, quand c'est une grosse rémunération. Et je suis certaine, de toute façon, que ce genre de comportement honnête et droit et éthique rapportera, alors pas forcément en termes pécuniers, mais rapportera toujours plus, ne serait-ce que pour la relation qu'on a avec soi-même, à mon avis. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je terminerai cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça permet de soutenir mon travail. Dites-moi, comme à chaque fois dans les commentaires, si vous avez appris des trucs ou si vous auriez fait comme moi, d'ailleurs, pour les différents partenariats dont j'ai pu parler ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.